Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 28 février 2026 et notre cher ami Larry C. Johnson est avec nous. Bon retour parmi nous, Larry. Nous sommes dans une situation triste, vraiment triste. Ouais, j'aimerais ne pas te voir un samedi. Ce n'est généralement pas bon signe. Tu sais, te voir un samedi, c'est comme ces coups de fil qu'on reçoit au milieu de la nuit. Ce n'est jamais pour dire « Hey, tu as gagné à la loterie » ou « Hey, on vient d'avoir un bébé ». Quelqu'un est mort. Ou, dans ce cas, les États-Unis ont complètement perdu la tête et ont décidé de déclencher la Troisième Guerre mondiale. Larry, jusqu'à présent, je sais que tu suis les nouvelles en provenance d'Iran et de la région. Il semble que les États-Unis aient lancé une attaque contre la direction iranienne, le président, le guide suprême. L'attaque est en cours et ils essayent de frapper les lanceurs de missiles. Nous avons également observé des représailles iraniennes dans la région et au-delà, touchant aussi Israël. Quelle est ton évaluation de la situation actuelle de la guerre? Israël et les États-Unis ont remué un nid de frelons et ils sont tout aussi vulnérables que quiconque peut se faire piquer. Ils sont susceptibles de subir un choc anaphylactique. En d'autres termes, la réaction du corps à la piqûre peut les tuer. Et je pense que c'est exactement ce à quoi les États-Unis et Israël sont confrontés en ce moment. Les États-Unis disposent d'une grande puissance initiale. Ils peuvent lancer une frappe massive. D'accord, très bien. Mais ils oublient sans cesse à quel point l'Iran est vaste. Il ne s'agit pas de détruire un pâté de maison. C'est un pays immense, environ 4 fois plus grand que l'Irak. Et en Irak, les États-Unis avaient tous les avantages militaires. Et pourtant, nous n'avons pas réussi à le soumettre. Il nous a fallu plus d'1 mois pour faire avancer nos troupes. Nous avons commencé en mars et il a fallu 2 mois pour les amener jusqu'à Bagdad. Et même après que nous ayons, soi-disant, sécurisé la situation, souvenez-vous de George W. Bush et de sa déclaration « Mission accomplie », c'est à ce moment-là que l'insurrection interne a commencé. C'était tellement mal conçu et planifié de manière insensée. Ils pensaient qu'il y avait un tel soutien populaire au renversement du régime qu'il leur suffisait simplement de frapper, vous savez, de tuer encore quelques personnes. Et tu sais, toi et moi en avons déjà parlé. La raison pour laquelle l'Occident le croyait, c'est que la CIA, en utilisant un intermédiaire via l'USAID et le National Endowment for Democracy, avait fait publier un sondage d'opinion par un groupe basé aux Pays-Bas, GANAM, G-A-N-A-A-M, et un autre, Visifon, je crois, VPN, au Canada. Ils ont mené des enquêtes en ligne et ces enquêtes affirmaient « Oh oui, 8 Iraniens sur 10 détestent l'ayatollah ». Ils veulent se débarrasser des mollahs et renverser la République islamique. Et donc, Donald Trump l'a dit. Ils y croient. Les gens autour de Donald Trump y croient. Au département de la guerre, le département de la défense, ils y croient. Et une fois que vous avez une idée en tête et que vous y croyez, même si c'est faux, vous agissez quand même en conséquence. Alors ils pensaient vraiment qu'ils pouvaient tuer, vous savez, tuer l'ayatollah, tuer Pezeshkian. Mon Dieu, pourquoi voudriez-vous le tuer? Certains Iraniens diraient qu'il a été un instrument de l'Occident. C'est la 2e fois que les États-Unis utilisent des négociations de paix comme un outil, comme une ruse, pour tromper le gouvernement iranien et le peuple iranien. Vous savez, à l'avenir, si les États-Unis veulent venir négocier, 2 mots pour eux. Non. 3. Va te faire foutre. Voilà ce que devrait être la réponse de l'Iran aux États-Unis. Foutez le camp. Maintenant, on va parler avec des missiles. Et les seules conditions que l'Iran acceptera seront la levée totale des sanctions et le retrait complet des États-Unis, qu'ils éloignent leurs bases militaires de l'Iran. Sinon qu'ils gardent le Golfe, qu'ils maintiennent le détroit d'Ormuz fermé, qu'ils coupent 25% du pétrole mondial,
et qu'ils continuent de détruire ces bases militaires jusqu'à ce que le Qatar, les Émirats arabes unis, le Koweït et l'Arabie saoudite les foutent dehors. Les États-Unis n'ont rien à faire avec des bases militaires aux frontières de l'Iran. Voilà ce que devrait être la position de l'Iran. Et tu sais quoi? Je pense qu'ils seront en fait dans une position assez forte pour l'exiger. Parce que qu'est-ce que les États-Unis vont faire? Oui, ils vont continuer d'escalader. Et ils ont plein, pas tant que ça, mais suffisamment d'armes offensives. Oui, ils peuvent continuer à attaquer l'Iran, mais les systèmes de défense aérienne qu'ils possèdent vont finir par manquer de missiles. Ils n'ont pas de remplaçant pour les Patriot ou les THAAD. Leur stock est limité. Et en ce moment, l'Iran semble tirer des missiles leurs, des missiles plus anciens et des drones, simplement pour épuiser les défenses aériennes d'Israël et des États-Unis. Celles-ci seront à court, et une fois que ce sera le cas, l'Iran aura carte blanche. Ils vont pulvériser les bases aériennes, la base aérienne du prince Sultan et Muwafaq al-Salti en Jordanie, et ils vont raser Tel Aviv et Haïfa et détruire les raffineries de pétrole qui s'y trouvent. Alors, vous savez, Israël et les États-Unis pensent qu'ils ont la force militaire nécessaire pour vaincre l'Iran ou du moins lui infliger suffisamment de souffrance. Ils ne savent pas ce que c'est que la souffrance. Le peuple iranien, lui, le sait. L'Iran a traversé quoi? 300 000 ou 400 000 morts pendant cette guerre de 10 ans que les États-Unis ont contribué à inspirer. Nous sous-estimons donc leur détermination. Et l'attaque d'aujourd'hui n'a fait que renforcer le patriotisme du peuple iranien. Même certains qui n'aimaient pas vraiment l'ayatollah sont aujourd'hui pro-Iran. C'est ce que provoquent ces attaques extérieures. Elles rassemblent le peuple. Et c'est là que, vous savez, je pense que l'Iran agit plutôt intelligemment en ce moment. Il vise des cibles militaires. Il n'essaie pas de tuer des civils. Et nous avons déjà vu combien étaient-elles? 57 écolières tuées. Assassinées par, on ne sait pas clairement s'il s'agissait d'un missile américain ou israélien, mais le sang des enfants. C'est tout ce que nous savons faire en Occident, tuer des enfants et des sionistes. Donc tu sais, ce n'est que le début. Et je pense que l'Iran, j'espère que l'Iran a tiré la leçon de ce qui s'est passé en juin dernier, car ils avaient été convaincus de conclure un accord avec les États-Unis pour arrêter une nouvelle série d'attaques, et que cela s'arrêterait. Non, tu n'arrêtes pas tant que les États-Unis ne supplient pas, que tu t'arrêtes. Et c'est ce qu'est Trump. Il va falloir humilier Trump, et il devrait le faire, car cela aurait pu être évité. Une fois de plus, on nous dit, c'est là que Ray et moi n'étions pas d'accord dans l'émission du juge Napolitano, et j'espérais et priais pour que Ray ait raison. Ce que j'ai vu, c'est Steve Witkoff et Jared Kushner entrer en négociation, et ils en sont sortis en disant « Oui, nous pensons avoir fait des progrès ». Mais j'ai dit que je voulais attendre et entendre ce que Donald Trump dirait à propos de ces progrès. Et ce que Trump a dit dès le lendemain, c'était « Non, pas assez bien ». Donc l'Iran avait dit ce que Donald Trump avait exigé qu'ils disent, mais même lorsqu'ils l'ont dit, ce n'était pas suffisant. Cela m'a montré que peu importaient les discussions techniques qui allaient avoir lieu à Genève, ils allaient faire la guerre. Et malheureusement, j'ai eu raison. C'est une de ces choses, comme je l'ai dit, où j'aurais souhaité de tout cœur m'être trompé. Mais maintenant que nous y sommes, c'est à l'Iran, avec le soutien de la Russie et de la Chine, de frapper de toutes ses forces les États-Unis et Israël. Les frapper jusqu'à ce qu'ils laissent enfin l'Iran tranquille. Jusqu'à présent, ce que nous avons vu, ce sont de nombreuses attaques contre des bases militaires, des bases américaines dans le Golfe Persique. Pour l'instant, elles se concentrent surtout sur le Golfe Persique. Ils ont envoyé quelques missiles et drones vers Israël,
mais leur principal objectif reste le Golfe. Alors, quelle est la stratégie? Parce que le CGRI, avant que tout cela ne commence, avait déclaré que le détroit d'Ormuz était fermé et que personne ne pouvait le traverser. Oui. Alors, quelle est la stratégie? Que se passe-t-il dans l'esprit de votre public, à votre avis? Eh bien, provoquer l'usure des moyens aériens américains ou rendre leur utilisation impossible, leur imposer des coûts. Vous savez, en ce moment, s'ils peuvent opérer depuis la base aérienne du Prince Sultan et depuis Mouafaq al-Salti en Jordanie, et, si je le prononce mal, je présente mes excuses à ceux qui écoutent, mais, vous savez, si l'Iran peut détruire ses bases aériennes, les États-Unis devront se relocaliser ailleurs. Et lorsqu'ils doivent se relocaliser, cela signifie qu'ils doivent parcourir une plus grande distance et ils se retrouvent confrontés au problème du ravitaillement en vol. Cela devient donc beaucoup plus coûteux. Et comme je l'ai dit, les États-Unis ne sont pas faits pour un conflit long et prolongé, un conflit d'usure. Contrairement à l'engagement avec les Houthis en mars dernier, où ces derniers tiraient peut-être 1 ou 2 missiles tous les 2 jours, l'Iran, lui, en tirera des centaines par jour. Les États-Unis n'ont jamais rien connu de tel. Je n'en ai pas la preuve. Mais je pense que le stock de missiles de l'Iran se rapproche plutôt des 20 000. Il est enterré, et ils ne cessent de dire qu'ils n'ont même pas encore montré leurs missiles les plus performants, que cela viendra. Donc, comme je l'ai dit, les États-Unis ont des limites. Ils ne produisent, disons, que 700 ou 800 missiles Patriot par an. Et quand vous réalisez qu'il faut tirer au moins 2 missiles, 2 Patriots, pour chaque drone Shahed entrant, faites le calcul. Si l'Iran dispose de 400 drones, pensez-vous qu'ils en ont 400? Absolument. Ils envoient 400 drones. Cela fait 800 missiles Patriot utilisés. Paf, juste comme ça. Cela peut arriver en une journée. Et c'est une année de production envolée. C'est la même chose avec le THAAD, le système de défense terminale à haute altitude, et avec le dôme de fer israélien. Ils ont les lanceurs, mais c'est comme s'ils n'avaient plus de munitions. L'approvisionnement n'est pas illimité. Il est extrêmement restreint. Et il a été en partie épuisé par le soutien qu'ils ont apporté à l'Ukraine au cours des 4 dernières années. Ils ont laissé passer énormément d'armes là-dessus. Et les destroyers, ceux qui sont là pour protéger le porte-avions, ont une capacité limitée. Ils n'ont que 96 tubes à missiles. Ils partent du principe qu'ils n'auront à en tirer qu'1 ou 2. Encore une fois, l'Iran dispose d'une force de missiles massive, et s'ils décident de l'utiliser contre ces cibles, ils peuvent contraindre les États-Unis à se retirer de la zone, car ils finiront par manquer de missiles défensifs. Donc je pense que l'Iran a beaucoup d'atouts en main. Ils ont des sous-marins, ils ont des frégates. Une partie de leur capacité navale a été détruite, mais pas toute. Et ils n'ont même pas besoin d'avoir des navires dans le détroit d'Ormuz, car ils peuvent tirer des missiles anti-navires depuis la côte. Ils peuvent le fermer efficacement. Les pays d'Asie qui dépendent du pétrole, la Chine, par exemple, faisait des réserves à l'avance. Donc la Chine savait ce qui allait arriver. Mais les autres pays vont pousser des cris d'orfraie et feront pression sur les États-Unis et Israël pour qu'ils mettent fin à cette folie. Parce que, vous savez, l'attitude de l'Iran, c'est « on s'occupait de nos affaires. Ces enfoirés nous ont attaqués. » Et excusez mon langage, mais c'est exactement ce que je ressens à ce sujet. C'était la même chose qu'Adolf Hitler ordonnant à son armée d'attaquer les Polonais le 1er septembre 1939. Cela ne lui a pas très bien réussi à long terme non plus. Et je pense que ce qui s'est passé ici, c'est que Donald Trump a fait ce que George H.W. Bush avait fait. Il a menti au peuple américain. George H.W. Bush avait promis « lisez sur mes lèvres, pas de nouveaux impôts ».
Et qu'a-t-il fait ensuite? Il a imposé de nouveaux impôts. Les gens s'en sont souvenus. Ils étaient furieux. Maintenant, Trump et les républicains vont subir une défaite encore plus sévère que celle vers laquelle ils se dirigeaient déjà. Vous savez, cette absurdité du « Israël d'abord » doit cesser, absolument cesser. Depuis 8 heures, nous n'avons pas eu de nouvelles de Donald Trump, mais il a accordé une interview à la chaîne 12 en Israël. Il a déclaré « J'ai de nombreuses stratégies de sortie, de nombreuses stratégies de sortie de la guerre. Je peux choisir de la rendre longue ou de la rendre courte. Nous verrons. » On dirait qu'il ressent quelque chose, non? La première vidéo qu'il a publiée lorsque l'attaque a eu lieu disait en gros « Peuple d'Iran, nous venons de mener notre attaque contre l'Iran, et maintenant, c'est à vous d'agir. » C'est incroyable. Et il ne cesse de répéter que 33 000 personnes ont été tuées, et toutes ces absurdités qu'il propage. Je ne suis même pas sûr qu'il sache ce qu'il fait. Oui, eh bien, en fait, je pense que l'une de ses stratégies de sortie, à l'écouter, voyons s'il fait ça. La guerre, tu sais, les attaques continueront encore 3 ou 4 jours, puis il annoncera « Regardez, nous avons tout fait. Nous avons agi dans l'espoir que le peuple iranien se soulèverait et renverserait le régime islamique brutal. Nous leur avons donné une chance. Nous sommes venus les soutenir et ils n'ont pas réagi. Donc, ce n'est pas notre faute. Nous avons essayé. Mais ces Iraniens stupides, ils ne se sont tout simplement pas levés pour faire ce qu'ils étaient censés faire. Alors, nous allons nous laver les mains de tout ça et passer à autre chose. Encore une fois, quel est l'intérêt pour l'Iran d'arrêter de faire exploser des installations militaires américaines? Ils ont déjà détruit le quartier général de la 5e flotte à Bahreïn. Je pense que c'est désormais inutilisable. Je n'ai pas entendu parler d'Al-Udeid, mais j'espère qu'ils l'ont détruit, qu'ils ont fait sauter le centre combiné des opérations aériennes. Ils ont fait exploser les différentes cantines, rendant l'endroit invivable. Et ensuite, tu sais, les États-Unis vont devoir retirer leurs forces de la région. Mais tu sais, l'Iran contrôle désormais la situation. Oui, ils vont s'en emparer. Les Iraniens vont mourir et ils vont subir des dégâts. Mais ce que les États-Unis n'ont pas compris, c'est la ténacité du peuple iranien. Regarde ce qu'ils ont été capables d'endurer pendant cette guerre de 10 ans. Tu étais trop jeune pour t'en souvenir. Mais ce qu'ils ont enduré pendant cette guerre de presque 10 ans contre Saddam Hussein était incroyable. Et vous savez, des centaines de milliers de morts, pas seulement des dizaines. Donc vous savez, en Iran, ils ont vraiment été énormément malmenés, surtout par Trump. Pas seulement maintenant, mais déjà à l'époque où ils ont tué Soleimani. Et si l'on remonte à Obama en 2012, avec tous les assassinats de scientifiques iraniens. Donc vous savez, je pense que l'Iran a tendu la joue encore et encore. Je ne pense pas qu'il reste encore une joue à tendre pour l'Iran. Je pense qu'ils vont continuer et aller de l'avant jusqu'à ce que les intérêts de l'Iran soient satisfaits. Et c'est bien. Et l'un des points essentiels, c'est que toutes ces sanctions économiques doivent être levées, et levées immédiatement. Et tant qu'elles ne le seront pas, nous continuerons à bombarder Israël jusqu'à l'âge de pierre. Larry, vois-tu l'Iran utiliser les mêmes stratégies qu'il avait pendant la guerre de 12 jours? Ils ont commencé avec un grand nombre de missiles et de drones, puis ont réduit leur utilisation pour être plus stratégiques. Il semble que, dans les premières heures, ils aient adopté la même approche que celle qu'ils avaient utilisée à la fin de la guerre de 12 jours. Oui, exactement. C'était une stratégie intelligente. Sauf que cette fois, c'était bien plus vaste. Je veux dire, tu sais, pendant la guerre de 12 jours,
La cible, c'était Israël. Et Israël, c'est une zone relativement petite. Mais maintenant, ils s'en prennent aux bases militaires américaines, à Bahreïn, au Koweït, en Arabie Saoudite, au Qatar et aux Émirats arabes unis. Tu sais, apparemment, ils ont détruit ce gigantesque système radar qui pouvait voir à quelque chose comme 5000 kilomètres. C'est fini. Il n'existe plus. Donc, ils sont aveuglés de ce côté-là. Je ne sais pas quel est le plan de secours. Mais, vous savez, je pense que l'Iran, avec ses villes de missiles souterraines et, à ma connaissance, ses installations de production souterraines, eh bien, en surface, les États-Unis et Israël peuvent continuer à infliger des dégâts. Nous verrons bien. Encore une fois, je ne sais pas à quel point le système de défense aérienne est étendu ou efficace, ni si l'Iran a mis au point des contre-mesures efficaces contre les capacités de guerre électronique des États-Unis et d'Israël. Il y a donc beaucoup de complexité ici. Mais en ce qui concerne l'avantage dans la capacité à supporter les pertes, je dirais que c'est l'Iran qui détient cet avantage, pas les États-Unis. Larry, cette décision vient-elle directement de Donald Trump lui-même? Ou considères-tu qu'Israël en est le principal moteur? Parce que beaucoup de gens affirment que Donald Trump, Ray en faisait partie, et moi aussi, n'irait pas jusqu'au bout de cette démarche. Nous pensions qu'il serait plus avisé que ce que nous voyons aujourd'hui. Alors, que s'est-il passé et comment? Parce qu'en parlant avec des Iraniens, ils savent que leur stratégie serait une guerre longue avec les États-Unis et que les États-Unis ne peuvent pas soutenir un tel conflit. Comment Israël collaborerait-il avec les États-Unis ou les soutiendrait-il dans une telle guerre si l'Iran cherche à la prolonger? Eh bien, encore une fois, une partie de tout cela tourne autour du fait que les Israéliens et la communauté du renseignement américaine se sont mentis à eux-mêmes. Ils se sont convaincus, et nous l'avons vu dans un article récent de Cy Hersh. Je ne blâme pas Cy pour cela, mais on lui a dit d'une source que si ce n'était pas israélien, c'était du renseignement américain. On lui a affirmé que les missiles balistiques iraniens avaient été anéantis en janvier ou en juin dernier. Eh bien, qu'en pensez-vous maintenant? Cette source ne devrait plus avoir la moindre crédibilité auprès de Cy. Mais je vous garantis que Cy n'était pas le seul à s'être laissé bercer par cette idée. Je veux dire, la haute direction du renseignement et de la défense américain, ainsi que le président et les Israéliens, se sont convaincus. Oh oui, l'Iran est tellement faible et fragile. Il nous suffit de mener cette petite attaque et l'armée régulière se soulèvera pour renverser l'ayatollah. Ça n'arrivera pas. Ainsi, nous sommes confrontés à une guerre d'usure, et les États-Unis ne sont pas en position de mener une guerre d'usure, pas plus qu'Israël. Je dirais qu'en réalité, l'Iran dispose ici d'un avantage que ni Israël ni les États-Unis, même en travaillant ensemble, ne possèdent. Il semble que les États-Unis utilisent des avions de chasse pour intercepter des drones au-dessus de l'Irak. Comment cela va-t-il fonctionner à long terme? Parce que si vous commencez à intercepter des drones avec des avions de chasse, quelles en seront les conséquences pour vous? Encore une fois, c'est l'épuisement des armements. Plus ces avions doivent décoller souvent, plus ils nécessitent de maintenance. Ainsi, toute la logistique nécessaire pour les entretenir et les maintenir en état de fonctionnement devient un problème. Vous savez, si j'étais l'Iran, je repenserais au grand Muhammad Ali, à la stratégie du rope-a-dope d'Ali, où il s'appuyait contre les cordes, se protégeait et laissait l'adversaire se fatiguer à force de frapper. Il le touchait tellement qu'il finissait par s'épuiser, et une fois fatigué, Ali pouvait les achever. Je pense qu'il y a un élément de cette stratégie chez l'Iran.
Nous ne connaissons toujours pas toute l'ampleur du soutien apporté par la Chine et par la Russie. Mais encore une fois, si j'étais la Russie, je regarderais ce qui s'est passé et je me rendrais compte que Steve Witkoff est allé faire des promesses. Ce type ment, tout simplement. Ce type est un menteur professionnel. Eh bien, je ne sais pas s'il est menteur ou simplement faible. Vous savez, peut-être qu'il y croyait vraiment, mais quand il retourne à Washington, on lui dit « Oh, tais-toi. Non, on ne va pas faire ça. » Donc il n'a aucun pouvoir. Sa parole ne vaut rien. Alors, à quoi bon lui parler? Vous savez, s'il ne peut pas tenir ses promesses, pourquoi perdre 5 minutes à discuter avec ce type? Et c'est pour ça que je dis que l'une des conséquences de tout cela, c'est que la Russie va dire, vous savez, Witkoff viendra. Hé Vladimir, j'aimerais venir te rendre visite. Et Poutine répondra, je n'ai pas besoin de te voir. Tu n'as rien. Tu n'as tenu aucune des promesses que tu nous as faites. Et maintenant te voilà en train de trahir toutes tes promesses à l'Iran. L'Iran ne disait pas aux États-Unis à l'époque, « Allez vous faire foutre, on va pas. » Non, il disait, « Et nous allons trouver un moyen de négocier. Nous ne voulons pas de bombes nucléaires. Vous voulez qu'on dise que nous ne voulons pas de bombes nucléaires? Très bien, nous ne voulons pas de bombes nucléaires. Alors rencontrons-nous et réglons les détails pour que vous soyez assurés que nous n'allons pas en obtenir une. » Et les États-Unis, au lieu de cela, avec Israël, ont attaqué l'Iran. Il y a 57 filles mortes, des écolières assassinées par les États-Unis et Israël. Assassinées par eux, ce n'était pas accidentel, c'est un meurtre. Et je suis indigné parce que ces enfants devraient sortir de l'école et se préoccuper de leurs devoirs, pas être tués pendant qu'ils sont à l'école. C'est un scandale absolu. Les médias traditionnels, Larry, sont obsédés par cette question. Où se trouve le guide suprême de l'Iran? Ils interrogent le ministre des Affaires étrangères iranien, ils le pressent, lui demandant si le guide suprême est en vie. Je ne sais pas d'où cela vient, parce qu'ils sont tellement obsédés qu'ils pensent que s'ils tuent le guide suprême, ce sera la fin. Ils ne comprennent pas. Ce n'est pas la fin. Supposons le pire scénario. Supposons qu'ils aient tué le guide suprême. Je dirais que rien ne changerait. Ces gens ne comprennent tout simplement pas cela. These people don't understand that. And here is what Ali Larijani, he is the head of the Ali Larijani, le chef du Conseil de sécurité iranien, vient de publier un message affirmant qu'ils feront regretter leurs actes aux criminels sionistes et aux Américains sans vergogne. Il a déclaré que les courageux soldats et la grande nation d'Iran donneront une leçon inoubliable aux oppresseurs internationaux infernaux. C'est la personne la plus puissante après le guide suprême de l'Iran, et il vient de publier ce message. On s'interrogeait aussi sur sa situation, car certaines rumeurs affirmaient qu'Ali Larijani avait été tué. Mais il est bien vivant, et il vient de publier ce message. Je pense que la plupart de ce genre d'illusions aux États-Unis proviennent des renseignements qu'ils reçoivent des Israéliens. Oui, je le garantis. Absolument. Parce que les États-Unis n'ont pas de bonnes sources humaines comme les Israéliens. Les Israéliens ont eu de bonnes sources humaines. Ils ont travaillé avec les Kurdes, ils ont travaillé avec les Baloutches, et je suis sûr qu'ils ont même recruté quelques Azéris, quelques Persans aussi. Mais vous savez, ils ont construit ces réseaux. Ce que nous savons également, c'est que ces réseaux ont été considérablement compromis. D'une part, à cause de ce qui s'est passé en juin dernier, et plus récemment, à cause de cette révolution de couleur avortée qui a été lancée le 28 décembre et s'est finalement terminée autour du 10 janvier. Ainsi, les services de contre-espionnage iraniens ont pu sortir
et commencer à identifier les personnes impliquées dans ces réseaux. Ni Israël, ni les États-Unis ne disposent aujourd'hui de la force de réseau qui existait il y a un an. Et en plus de ce genre d'attaque lâche, encore une fois en tuant ses enfants, eh bien, Israël s'en moque. Ils ont déjà tué près de 20 000 enfants palestiniens, et le monde s'en moque. Donc, c'est à l'Iran de faire en sorte que le monde s'en soucie. Et contrairement aux Palestiniens, qui ne sont pas assis sur un tas de missiles balistiques et de missiles hypersoniques, l'Iran, lui, l'est. Et ce que l'Occident ne comprend pas, c'est que ces armes sont mobiles. La plupart de ces missiles sont installés sur des lanceurs mobiles. Ils ne sont pas fixés à un emplacement particulier. Les États-Unis ont un très mauvais bilan en matière de détection de lanceurs mobiles. Ainsi, l'Iran se déplacera et les États-Unis penseront en avoir localisé un, puis tenteront d'y envoyer une arme. En réalité, la seule façon de détruire de manière fiable un lanceur mobile est d'avoir un drone Predator d'une valeur d'environ 35 millions de dollars, volant au-dessus, équipé d'un missile Hellfire capable de tirer directement sur le lanceur. Eh bien, les États-Unis ont essayé cela avec les Houthis, et cela ne s'est pas très bien passé. Au cours des 7 semaines de l'opération Rough Rider, les États-Unis perdaient environ un drone par semaine. Et si l'on regarde les chiffres globaux, je pense qu'ils en ont perdu environ 27. Cela représente à peu près 800 millions de dollars de drones, une somme considérable. Et encore une fois, ils ne les produisent pas en masse. Les États-Unis vont donc être confrontés à de réels défis ici. Ils planifient, espèrent, croient que cela va être rapide. Une opération éclair, et que ce sera terminé. Non, cela va s'éterniser. Et s'ils ont trouvé que la guerre de 12 jours était longue, celle-ci pourrait durer bien plus longtemps. Quant à Israël, la pression ressentie pendant la guerre de 12 jours n'était qu'un avant-goût, une petite mise en bouche de ce qui l'attend. Je pense qu'au moment où les Iraniens auront le sentiment qu'il n'y a plus rien à attaquer dans le golfe Persique, ils vont intensifier considérablement leurs actions contre Israël. Ce serait un moment de véritable changement, car pour l'instant, comme vous l'avez mentionné, ils ont de nombreuses cibles dans le Golfe. C'est là que se concentre principalement leur attention. Mais une fois qu'ils en auront fini avec le Golfe Persique, c'est alors que l'attaque principale pourrait avoir lieu en Israël. Eh bien oui, il y a encore un autre élément qui va s'épuiser. Les Houthis vont intervenir et commencer à tirer des missiles. Et le Hezbollah aussi. Donc encore une fois, Israël va maintenant faire face à des tirs venant de 3 côtés, pas d'un seul. Et cela va épuiser ses défenses. Ils ont peut-être aujourd'hui assez de missiles de défense aérienne pour intercepter environ 80% de ce qui arrive. Mais après 4 ou 5 jours, ils pourraient en manquer. Et alors, ils n'auront plus aucune défense. C'est à ce moment-là, je pense, que l'Iran intensifiera vraiment la destruction. Starmer a déclaré que l'armée britannique se joindrait. Vous savez, ils envoient des avions de chasse. Dans quelle mesure cela peut changer la situation sur le champ de bataille? Juste une cible de plus à abattre. Vous savez, encore une fois, ces avions de chasse ont une portée limitée. Ils peuvent voler sur environ 600 miles. Très bien, prenez votre carte et tracez à partir de la frontière ouest de l'Iran avec l'Arabie saoudite ou l'Irak. Tracez un rayon de 600 miles. Et voyez qu'à cette distance, il faut pouvoir faire voler un avion ravitailleur pour ravitailler ces chasseurs. Donc en théorie, si vous voulez qu'ils pénètrent en Iran pour faire quoi? Larguer une bombe? Eh bien, certaines des cibles les plus évidentes sont déjà neutralisées ou détruites. Mais l'Iran a également déplacé une part importante de ses capacités sous terre. Donc vous savez, les Britanniques s'impliquent là-dedans de manière insensée.
Et nous verrons, avec le temps, l'usure des États-Unis. Il deviendra évident que cela coûte financièrement trop cher aux États-Unis de maintenir ces opérations. Larry, supposons que l'Iran frappe l'un de ses porte-avions. Que se passerait-il alors? Il y aurait beaucoup de marins morts. Et cela mettrait la pression sur Trump pour qu'il tente d'escalader. Mais escalader comment? Nous ne pouvons pas envoyer de soldats. Il faut 6 à 8 mois pour rassembler une force et envahir l'Iran. Ce serait un cauchemar logistique. Et cela suppose que l'Iran reste là à regarder passivement, ce qui ne sera pas le cas. Ce qui me fascine, c'est de savoir combien de douleurs l'économie mondiale peut supporter avec 21% du flux pétrolier du Golfe Persique interrompu. C'est là que la véritable pression va se faire sentir, parce que cela va coûter de l'argent aux gens. Et beaucoup de personnes très riches vont perdre de l'argent et elles vont pas être contentes de ça. Vous savez, pour l'Iran, c'est facile et pas vraiment coûteux de maintenir le détroit d'Ormuz fermé. Donc la pression va retomber sur les États-Unis. Je ne vois pas, disons-le comme ça, si l'Iran, par bêtise, conclut un accord du genre. D'accord, on arrête de tirer. Alors en échange de quoi? Levez toutes ces foutues sanctions. Ces sanctions sont terminées. Levez-les. Et si l'autre camp dit, eh bien non, alors très bien, allez vous faire foutre. Nous allons continuer à détruire vos bases. Larry, quelle est l'importance de Bahreïn jusqu'à présent? Nous avons vu de nombreuses attaques contre Bahreïn, des missiles, des drones qui frappent et attaquent Bahreïn. Quelle est la signification de Bahreïn? Et comment compariez-vous Bahreïn, par exemple, au Qatar ou aux Émirats arabes unis? Eh bien, Bahreïn est important du point de vue de la 5e flotte. La base de la marine américaine s'y trouve. Ainsi, lorsque les destroyers tirent leur système de lancement vertical, ces cellules intégrées dans le pont de leur navire, ils doivent être rechargés dans un port. Le port de Bahreïn est un lieu essentiel où ils peuvent se réapprovisionner et effectuer la maintenance des navires. La seule autre base navale dans la région, même vaguement proche, se trouve à Diego Garcia. Bahreïn est donc une base cruciale pour le maintien des opérations militaires et navales américaines. À un moment donné, au cours de la semaine prochaine, les destroyers vont manquer de missiles de défense aérienne et devront se réapprovisionner. Et dès qu'ils le feront, le porte-avions les accompagnera, car c'est leur protection. C'est ce que je veux dire. Les États-Unis ont une endurance limitée. Larry, les principales cibles en Iran sont ces lanceurs que tu viens de mentionner. Que feraient les États-Unis pour attaquer ou détruire ces lanceurs? Ce serait avec des drones et des avions de chasse, n'est-ce pas? Tu as dit que ces lanceurs sont mobiles et peuvent se déplacer. Penses-tu qu'ils doivent avoir... Enfin, pour un avion de chasse, ce n'est pas comme dans un dessin animé ou un film, où l'on vole simplement à la recherche du lanceur. Ils doivent connaître l'emplacement exact de ce lanceur pour le frapper. Est-ce bien le cas? Oui. Je veux dire, c'est pour ça que les États-Unis ont été, tu sais, ils n'ont pas réussi à faire ça avec les Houthis. Et les Houthis n'avaient pas des milliers de lanceurs mobiles. Ils en avaient peut-être, tu sais, une douzaine, peut-être 2. L'Iran en a beaucoup plus, et l'Iran est un très grand pays où ils peuvent se déplacer et les cacher. Donc, ils ne sont pas faciles à trouver. Et encore une fois, disons que tu en trouves un, eh bien, s'il est mobile et en mouvement, la seule façon autrefois de le suivre, c'était d'avoir un drone qui volait au-dessus pour surveiller. Mais ces drones se font abattre. Et une fois que tu perds ses yeux dans le ciel, tu recommences à deviner. Donc voilà ce à quoi on fait face ici. La capacité des États-Unis
à maintenir des opérations, à surveiller, localiser et détruire les drones et les missiles. Elle est très limitée. Je me demande ce que Donald Trump dirait du résultat des attaques jusqu'à présent. Eh bien, certains rapports indiquent qu'il est assez frustré. Je pense qu'on lui a vendu du vent, qu'en frappant l'Iran de cette manière, le régime s'effondrerait. Il ne s'effondre pas, et il riposte violemment, provoquant le chaos. Nous n'avons toujours pas de bilan précis du nombre de soldats, marins et marines américains tués. J'oserais dire qu'il y en a, mais nous n'avons pas encore ces chiffres, et ils vont essayer de les dissimuler. Mais à mesure que le nombre de morts commencera à grimper, et cela se produirait surtout s'il touchait un porte-avions, si l'Iran parvient à en couler un, on pourrait voir, vous savez, un équipage d'environ 5000 personnes à bord. They got a crew of about 5,000 on board. Let's say half of them drown. Oh my God. Disons que la moitié d'entre eux se noient. Mon Dieu. Ce serait la plus grande perte de vie au combat pour la marine que les États-Unis aient connue depuis plus de 80 ans. Je veux dire, la dernière fois, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, probablement dans le Pacifique, en combattant les Japonais. Et les Japonais utilisaient des avions kamikazes. Donc ça pourrait être assez important. Ce qui va se passer, c'est que je pense, cela détruira Donald Trump politiquement, tout comme cela a détruit George H.W. Bush, qui avait dit « pas de nouveaux impôts », puis a augmenté les impôts. Trump avait promis pas de nouvelles guerres. Et qu'a-t-il fait? Il en a commencé une nouvelle. Parce qu'il a, d'une certaine manière, le sentiment d'être aux commandes et de pouvoir tout contrôler. Et comme il l'a dit, je peux décider si c'est une guerre longue ou une guerre courte. C'est ma décision. Mais je ne vois pas les choses se passer ainsi. Je ne pense pas que ce soit entièrement entre les mains de Donald Trump de décider. Oui, non. Les événements échappent maintenant à son contrôle. Il n'a plus la main. Je vérifie juste. Donc tu sais, en ce moment, il est 11 heures ici, donc il est environ 11h20 en Iran. C'est la nuit là-bas, et tu vas voir davantage d'opérations nocturnes menées à la fois par l'Iran, les États-Unis et Israël. Et l'Iran, tu sais, l'Iran a l'avantage. L'un de ses atouts, c'est de pouvoir déplacer ses lanceurs de missiles mobiles sous le couvert de l'obscurité. C'est une chose de les sortir en plein jour. C'en est une autre d'essayer de voir ce qu'ils font la nuit. Larry, tu as mentionné les porte-avions. Et les destroyers, alors? Il semble que les destroyers devraient se rapprocher davantage du littoral iranien, plus près de la côte. Et cela pourrait représenter un sérieux problème pour eux, car ils seraient plus proches de l'Iran. Oui, je ne suis pas vraiment au fait des capacités de l'Iran en matière de missiles anti-navires. Je sais qu'ils en possèdent, mais je ne suis pas tout à fait sûr de leur portée optimale. Je ne sais pas si les destroyers américains gardent leur distance pour minimiser ce risque. Mais vous savez, encore une fois, ils ont lancé des missiles de croisière, des Tomahawk, et ceux-ci ont une portée d'environ 1000 miles. Donc, les destroyers doivent s'approcher suffisamment près des côtes, disons à une centaine de milles au large. Le missile pourrait encore parcourir 900 milles, pénétrer à l'intérieur de l'Iran et frapper d'autres cibles. Mais je pense qu'ils se concentrent aussi sur des endroits comme Chabahar et Bandar Abbas. Pour cela, ils n'ont pas besoin de s'approcher autant pour les atteindre. Ils peuvent tirer et toucher ces cibles depuis assez loin en mer. Voyons ce qui va se passer, Larry. Nous suivons les actualités pour voir comment la situation évolue. Elle change, monte et descend. Voyons ce qui va se passer. Merci. Nous aurons quelque chose dont parler lundi, j'en suis sûr.
Oui, exactement. Alors prends soin de toi et je prie pour que ta famille en Iran reste en sécurité. Iran is safe. Oui, merci. All Thank right, you, my Leo. friend. Take care. D'accord, mon ami. Prends soin de toi. À bientôt. Au revoir.